Pour cette première audition de la mission d'information portant sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous avons souhaité, avec le rapporteur Cédric Roussel, pour cette première audition, entrer directement dans le sujet du modèle économique du sport professionnel, en auditionnant aujourd'hui Monsieur Jean-Marc Mickeler. Monsieur Mickeler, vous êtes membre du comité exécutif mondial de Deloitte, et surtout, s'agissant des travaux de notre mission, vous êtes depuis 2017 à la tête de la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue de football professionnel, qui contrôle la situation financière des clubs et de la Ligue. Vous êtes donc un fin connaisseur de l'économie du sport en France, et en particulier, bien sûr, de celle du football. Au-delà de la situation actuelle de cette discipline, sur laquelle votre analyse sera précieuse, je souhaiterais, en tant que président de la mission, vous entendre sur ce que pourrait être, selon vous, l'avenir de cette diffusion à la télévision, ainsi que les évolutions législatives qui vous sembleraient utiles. Mais votre expérience professionnelle vous apporte aussi, je crois, un point de vue large sur les modèles économiques des différents sports et par conséquent sur les opportunités ou les risques auxquels fait face le sport français dans son ensemble, ainsi que les enjeux liés au financement du sport amateur. Je crois que la mission entendrait volontiers votre point de vue sur ces sujets. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission. Nous sommes 12 membres de cette mission et quelques-uns être présents ce matin. Monsieur le Président, merci. Madame, Messieurs les députés, écoutez, merci de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous. Je vais essayer dans les 10 à 15 minutes qui viennent, peut-être effectivement de couvrir les différents sujets que vous avez évoqués, Monsieur le Président, peut-être en commençant par je dirais, un constat important. Je pense qu'il est temps aujourd'hui pour l'économie du sport professionnel et plus particulièrement l'économie du football professionnel de prendre conscience qu'on ne gère pas une entreprise dans le domaine du sport différemment d'une entreprise dans tout autre secteur d'activité. Je veux dire par là que pendant de nombreuses années, et là je vise plus particulièrement le football, parce que c'est pour plein de raisons, le modèle du football a exacerbé un certain nombre de travers. On ne peut pas diriger une entreprise, on ne peut pas construire un modèle économique pérenne si on n'appréhende pas l'ensemble des risques du secteur dans lequel on évolue. Et je pense que les échanges que j'ai eus au cours de ces dernières années avec les instances et avec les présidents et les actionnaires des clubs de football professionnels m'ont démontré qu'il y avait une compréhension de la nécessité d'augmenter la base de revenus et de réduire la base de coûts, donc une compréhension intellectuelle, mais en revanche qui était peu suivie d'actes pour deux raisons. Un postulat de départ qui était de penser que les droits audiovisuels étaient dans un cycle d'augmentation quasi perpétuelle. Et pour le cas particulier de la France, un postulat qui était de dire que les droits audiovisuels comparés à d'autres championnats étaient sous-évalués. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément consistait à penser qu'il était toujours possible d'équilibrer un déficit d'exploitation, quelle que soit sa taille, par la génération de plus-value de cession sur la vente de joueurs. Là aussi, en pensant que le marché des transferts n'avait pas de limite et que, compte tenu de la réputation qu'avait le football français en matière de formation de jeunes talents, il serait toujours possible de vendre à des prix très élevés
à d'autres championnats nos joueurs. À cet instant-là, je pense que je ne veux pas vous noyer de chiffres, mais je pense qu'il faut en avoir 3 en tête. Structurellement, la saison dernière, la saison qui précédait la crise du Covid et la saison à venir, le déficit d'exploitation entre les revenus connus et les charges d'exploitation installées est de l'ordre du milliard d'euros, entre 1 milliard et 1 milliard 200 millions d'euros. Un deuxième chiffre important, le record en matière de cession et de plus-value de joueurs pour équilibrer ce milliard d'euros de déficit a été atteint il y a 3 saisons maintenant, où le football français a généré 900 millions d'euros de plus-value de cession, un record historique. En moyenne, avant la crise du Covid, on était plutôt sur des montants qui étaient compris entre 500 et 600 millions d'euros. Post-Covid, et en tout cas dans les 2-3 saisons qui viennent, je m'attends à avoir des montants qui seraient plutôt de l'ordre en moyenne de 200 à 300 millions d'euros. Donc on est dans un modèle aujourd'hui, on a une base de coûts installée qui est de l'ordre de 2,8 milliards, 2,9 milliards. On a une capacité de génération de revenus qui, si on prend des droits télé autour de 650 millions d'euros, serait de l'ordre de 1,7 milliard. À partir du moment où on remet des gens dans des stades et qu'on revient vers des moyennes de jauge qui étaient celles qui préexistaient avec le Covid, avant le Covid, pardon. Donc vous voyez bien qu'on est dans un modèle qui n'était pas pérenne, qui permettait d'affronter éventuellement une crise. Donc, le football professionnel français est rentré dans la crise du Covid avec 1,7 milliard d'euros de fonds propres et 500 millions d'euros de dettes. Si elle n'avait dû affronter que le Covid, on aurait pu imaginer que ce niveau de fonds propres aurait permis de passer cette crise avec un minimum d'encombre. Affronter le Covid plus le défaut de Mediapro, ça relevait de la mission impossible. Donc le football français va sortir là, d'ici 15 jours, au 30 juin, à la fin de cette saison 2020-2021, exsangue en matière de fonds propres. Il restera environ 1,5 milliard d'euros de fonds propres, mais cette image est extrêmement… c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que ce demi-milliard, il est localisé sur 2 ou 3 clubs. Tous les autres clubs auront des fonds propres à zéro, voire des fonds propres négatifs. La dette sera passée de 500 millions à 1 milliard. Sans restructuration et donc sans procédure collective, qui est l'hypothèse de travail, on restera avec une base installée de coûts de l'ordre de 2,8 milliards, 2,9 milliards. Les revenus, vous suivez comme moi l'actualité, on en saura un petit peu plus vendredi, mais si on table sur 600 à 650 millions d'euros de droits audiovisuels domestiques, on sera autour de 1,7 milliard de revenus prévisionnels pour 2021-2022, sans apport massif des actionnaires existants. Il est peu probable que la majorité des clubs puissent survivre à la saison 2021-2022. Donc ça, c'est, je dirais, à la fois le passé, le présent et puis le futur proche. Quelles sont les solutions? Alors, la première solution, c'est de transformer la prise de conscience en acte délibéré de l'ensemble des propriétaires, actionnaires, dirigeants de clubs et de commencer, autant que faire se peut, dans le cadre juridique légal et hors procédure collective, je parlerai après des procédures collectives éventuelles,
à restructurer de façon drastique la base de coûts, à ne pas remplacer un certain nombre de contrats qui arrivent à échéance par des contrats qui emportent le même niveau de rétribution, à élargir et à travailler vraiment comme l'ont fait un certain nombre de clubs vertueux, leur base de revenus, et ne pas considérer que les droits audiovisuels doivent impérativement constituer l'axe unique de rémunération. Il faut réfléchir aux produits. Il faut faire venir les gens au stade. Il faut faire venir des gens au stade qui sont prêts à payer pour un spectacle de qualité. Il faut créer une vraie expérience client, comme dans n'importe quelle industrie. Ça passe à la fois par des initiatives individuelles au niveau des clubs, mais surtout par une initiative collective qu'aujourd'hui Vincent Labrune embrasse et j'espère qu'il arrivera à convaincre l'ensemble des propriétaires et des actionnaires de le suivre dans cette direction, une direction qui vise à reconstruire le produit de façon à ce qu'il redevienne attractif. Et ça passe par accepter l'idée qu'aujourd'hui, même si au classement sportif, même si dans l'illusion collective, on affirme que le football français est le 5e football européen, ça n'est pas vrai. Les discussions sans fin et les négociations dans le cadre de la reprise des droits de Mediapro le montrent bien. Aucun diffuseur n'est prêt à payer 1 euro pour la Ligue 2. La Ligue 2 est aujourd'hui une ligue qui est entièrement subventionnée par la Ligue 1. Aucun diffuseur n'est prêt à payer un prix moyen pour l'ensemble de la Ligue 1 qui correspond à ce que certains diffuseurs sont prêts à payer pour la Bundesliga, l'Italie, l'Espagne. Je ne parle pas de l'Angleterre naturellement. Pour quelle raison ? Parce que la qualité du spectacle n'est pas au rendez-vous, parce que le produit visuel avec des stades qui sont, et là je me replace avant le Covid, avec des stades qui sont peu souvent pleins, avec une ambiance qui n'a rien à voir avec celle des autres championnats, avec des heures de programmation et avec trop d'affiches, et avec un arbitrage qui ne favorise pas le jeu, mais qui favorise l'arbitre. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un produit qui est altéré qualitativement. Et donc, comme n'importe quelle entreprise, et là, encore une fois, moi, je ne m'exprime pas sur le sportif, je m'exprime en tant que gestionnaire d'entreprise, là, on ne peut pas gagner de l'argent quand le produit que l'on vend n'est pas un produit de qualité. Et donc, certains clubs vendent individuellement des produits de qualité, mais ça n'est pas la représentativité de l'ensemble du championnat. Donc, on a un problème de qualité de produit que la Ligue essaye d'adresser à travers des réformes qui ont commencé à être votées, réduction du nombre de participants au championnat de Ligue 1 de 20 à 18 à horizon 2023-2024. D'autres réformes que j'appelle de mes voeux et que je comprends Vincent Labrune va porter dans les prochains mois. Mise en place du premier contrat professionnel à 5 ans pour éviter que l'on se fasse piller nos jeunes talents une fois qu'ils sortent des centres de formation. Réduction du nombre de professionnels autorisés par club avec ce qu'on appelle le squad limit pour s'aligner sur notamment ce qu'autorise l'UEFA dans les coupes européennes et pour éviter d'avoir des situations qui existent aujourd'hui. Vous avez certains clubs en Ligue 1 qui ont plus de 80 professionnels sous contrat. La dernière fois que j'ai regardé un match de foot, il y a 11 joueurs sur le terrain et puis il y a quelques remplaçants sur le banc. Donc entre 80 et 18, il y a un petit peu de marge. Un salary cap, donc plutôt collectif, plus qu'individuel. Il ne s'agit pas là de rompre l'équité de l'attractivité du championnat de France par rapport aux autres,
Donc, on doit toujours pouvoir attirer les meilleurs joueurs du monde et leur offrir les rémunérations en conséquence. Mais en revanche, on doit aussi reconnaître que si certains joueurs, au-delà de leurs prestations sur le terrain, sont des vrais vecteurs de développement économique, il est illusoire de penser que la rémunération moyenne d'un joueur de Ligue 1 aujourd'hui correspond à sa valeur sur le terrain. Donc là aussi, il faut qu'on abaisse la rémunération moyenne. Le salary cap est un des axes. Et le dernier axe que je suis en train de discuter avec la Ligue, qui permettra aussi de renforcer, qui permettrait de renforcer le pouvoir de contrôle de la DNCG relativement limité dans le cadre de la reprise de clubs par des nouveaux actionnaires, puisque nous émettons un avis qui vaut recommandation, mais qui n'est pas binding, entre guillemets. En revanche, si on mettait dans le règlement, si on faisait voter des ratios contraignants sur la dette versus les fonds propres, on rentrerait dans une dynamique vertueuse de recapitalisation et de renforcement des fonds propres de clubs. Je pense qu'aujourd'hui, la Ligue 1 doit viser à horizon 5 ans 2 milliards de fonds propres en partant de zéro, hein, c'est ça dont on parle. Donc, comment est-ce qu'on constitue 2 milliards de fonds propres? En faisant rentrer des actionnaires plus riches au gré je ne souhaite surtout pas la défaillance de quiconque, mais au gré des volontés de certains peut-être d'arrêter les frais et donc de revendre leur club à des gens qui ont envie d'investir sur le long terme. Première méthode. Deuxième méthode, forcer les actionnaires existants, encore une fois, à rentrer dans une dynamique de génération de profits et donc de mise en réserve de ces profits et d'intégration aux capitaux propres versus versement de dividendes. Les quelques cas au cours des 4-5 dernières saisons, les quelques cas de clubs qui ont généré des profits dans la durée, d'abord, ils sont essentiellement en Ligue 2. Donc, vous voyez le paradoxe, on a une économie qui est totalement subventionnée et vous avez des clubs qui génèrent des profits. Certains de ces profits ont été préemptés par les actionnaires de ces clubs sous forme de dividendes, qui avaient racheté à l'origine le club, soit pour zéro, soit pour un montant extrêmement marginal, qui ont permis de dégager une rentabilité pour eux en tant qu'actionnaires majoritaires et qui ont revendu le club au terme de leur parcours en tant qu'actionnaire majoritaire en générant des plus-values de cession pas tout à fait neutres. Donc, il y a aussi une articulation entre Ligue 1 et Ligue 2 qui convient de revoir, sur laquelle il faudra travailler. Sans vouloir remettre en cause le lien, de mon point de vue, indéfectible entre le football amateur et le football professionnel, la résonance du football professionnel sur l'attractivité du football amateur et le fait que le football amateur doive constituer le gisement des futurs talents, au-delà de son rôle social naturellement, doivent constituer le gisement des futurs talents du football professionnel. Ce lien-là, il est indéfectible, il faut le maintenir. Est-ce que la façon dont il est organisé aujourd'hui, avec le prélèvement à la source d'une taxe forfaitaire, est le meilleur moyen d'y arriver? Je n'en suis pas sûr. Donc, il y a aussi probablement une réflexion à mener sur l'ensemble de la structure des centres de formation en France, l'articulation entre les centres de préformation, les centres de formation, leur nombre. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, on a énormément, et le terme est probablement impropre, et je vous prie de m'en excuser, mais je n'en ai pas d'autre en termes, on a énormément de déchets entre le nombre de jeunes qui rentrent en préformation, puis qui arrivent en formation, et ceux qui derrière font carrière et font du football leur métier, et donc avec des dégâts, des conséquences sociales importantes, et aussi un coût, quelque part, un coût relativement prohibitif
pour toute une série de clubs. Donc, comme vous le voyez, on a un modèle. Cette crise, en fait, et je vais conclure là, et naturellement, si j'ai omis, Monsieur le Président, si j'ai omis de donner une première couche de réponse à vos questions, n'hésitez pas à me le rappeler, mais je crois qu'on a un problème à court terme à gérer, important. On ne peut pas exclure, dans un scénario extrêmement dégradé, on ne peut pas exclure un nombre important de dépôts de bilan. À très court terme ou à court terme. Et donc, nous, notre rôle d'NCG, c'est d'éviter que ça n'arrive pendant la saison. Donc, on va prendre toute une série de garanties entre maintenant et le début de la saison prochaine. Donc, on va peut-être pouvoir porter un certain nombre de clubs une saison de plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont survivre à moyen terme. Donc, on a un problème d'écosystème potentiellement. On a un problème dans la vitrine, le produit premium. On a un problème structurel qui peut générer beaucoup de bruit dans les territoires, qui est la Ligue 2. Et je suis conscient de ce que j'ai eu. J'ai eu des discussions bilatérales avec certains d'entre vous, avec certains maires, avec certains présidents d'agglomération. Je suis conscient que c'est compliqué à entendre, mais il y a toute une série de clubs en Ligue 2 aujourd'hui, encore une fois, qui, sans la subvention de la Ligue 1, n'existeraient pas économiquement. Donc, on a ce problème à régler. Et tout ça avec une espèce d'épée de Damoclès qui est à horizon 2023-2024. Si la France venait à perdre sa 5e place au classement UEFA, les conséquences seraient dramatiques puisqu'on perdrait l'opportunité d'inscrire 2 clubs de plus en Champions League. On verrait l'ensemble des recettes UEFA diminuer pour le football français. Et donc, on serait dans une dynamique absolument désastreuse. Donc, il y a un calendrier aussi à respecter qui est très, très important. La bonne chose, et je finirai sur une note positive, il y a aujourd'hui un alignement complet entre ce que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs saisons et ce que j'étais de plus en plus, ce pourquoi je poussais de plus en plus et en étant de plus en plus vocal, un alignement entre moi et Vincent Labrune et la fédération sur ce qu'il faut faire. Après, nous ne pouvons que proposer, ça reste on reste et heureusement d'ailleurs dans le principe de la libre entreprise. Et donc, ce sont aux actionnaires et aux parties prenantes de disposer. Voilà, Monsieur le Président, j'espère que j'ai été un peu plus long, vous m'en excuserez. J'espère que j'ai couvert l'ensemble des thèmes que vous souhaitiez que j'aborde et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà, merci Monsieur le Président de la DNCG. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur le rapporteur Cédric Roussel pour qu'il vous pose un certain nombre de questions, puis ensuite à nos collègues qui vont s'inscrire. Merci Monsieur le Président, bonjour et merci de votre disponibilité Monsieur Micheler. Ravi de commencer avec un état des lieux, puisque je rappelle quand même l'intitulé de la mission, mission consacrée au droit sportif, droit TV sportif. Le football représente 85% de ses droits, donc est un gros financeur du sport amateur en cela. Bon, vous l'avez présenté, on n'est pas trop déçus puisque je lisais dans votre dernière interview que vous disiez que si on ne profite pas de cette crise pour construire les bases d'un modèle plus sain, on va au-devant de graves désillusions. Donc, bienvenue dans cette mission parce que nous avons des points et des objectifs communs. De parler surtout de manière très claire et très concrète sur des solutions de résilience, mais aussi de sauvegarde du financement du sport en France et du modèle économique aussi professionnel. Et parce qu'il y a des raisons structurelles, vous l'avez dit, et c'est ce qui donnera lieu donc à des échanges et je pense des réflexions qui doivent être initiées
aussi de la part des acteurs que sont la LFP, vous les citiez, mais également toutes les ligues professionnelles, les fédérations sportives, mais les pouvoirs publics aussi, pour savoir donc quel est le rôle de chacun dans cette vision très, je dirais, circulaire, puisque tout ça est une économie qui circule, qui interagit. Vous parliez des collectivités, vous parliez bien sûr donc des salaires des professionnels, enfin tout ça pour dire qu'il y a du travail, et cette mission donc va prendre le temps, en tout cas se donne le temps de pouvoir concerter tous les problèmes. Je voudrais juste revenir sur le fait divers dans tous les sens du terme, et qui explique aussi la raison de cette mission, c'est le choc conjoncturel et le phénomène et le fiasco donc Mediapro. Juste sur une réflexion que vous aviez, qui amènera ensuite une autre question, mais déjà, vous indiquiez en juillet 2020, donc on se remet dans un contexte donc bien précis, avant le démarrage donc, du championnat, qu'à la lumière des éléments dont vous disposiez, il n'y avait aucune raison de remettre en cause le sérieux de Mediapro. Pouvez-vous juste revenir sur cette affirmation? Et j'avais une question, c'est n'y avait-il vraiment aucune raison, selon vous, de penser que Mediapro n'allait pas honorer ses engagements à ce moment-là? Écoutez, alors, je voudrais être très clair sur deux éléments. Et d'ailleurs, la citation est exacte, mais elle est très précise. Il n'y avait en juillet 2020 aucune raison, et je vais venir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, de remettre en cause le sérieux de Mediapro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait en juillet 2020 aucune raison de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe si Mediapro était confronté à des problèmes. Donc, je veux bien séparer ce que j'ai dit en juillet 2020 sur la société Mediapro et les éléments publics qui étaient disponibles à ce moment-là sur sa solvabilité, les différentes déclarations de son actionnaire, du management, etc., sur la volonté d'investir dans le long terme dans le football français. Je veux bien distinguer ces éléments-là qui, à date, et en interrogeant la Ligue de football professionnel, en interrogeant un certain nombre de présidents qui avaient participé au groupe de travail qui les avaient conduits à proposer Mediapro, il y avait un faisceau d'indices qui nous faisait penser à ce moment-là qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. En revanche, la situation contractuelle, et plus spécifiquement l'absence de garantie prise sur un contrat de cette nature, avait surpris la DNCG, mais il n'était pas de mon rôle de publiquement commenter un certain nombre d'échanges que nous avions eus a posteriori d'ailleurs, une fois que ces éléments-là étaient connus ou avaient été portés à notre connaissance, là encore, dans des discussions bilatérales avec certains présidents qui s'en étonnaient. Donc, je crois qu'il faut bien séparer le fait qu'en juillet 2020, ce que nous savions, c'est que Mediapro était une société solvable, avec un actionnaire riche, avait pris un certain nombre d'engagements, avait à ce moment-là commencé à structurer sa chaîne. Et de mémoire, quand j'avais dit ça, ça suivait une période où il y avait eu un certain nombre d'interrogations parce que il y avait eu toute une période de silence sur comment va être structurée la chaîne, quelle capacité de production. Donc, il y avait toute une série d'interrogations techniques qui pouvaient faire émerger un certain nombre de doutes. Donc, cette citation, il faut la remettre dans ce contexte-là. Par ailleurs, renseignements pris en Espagne sur la solidité à l'époque de cette société, aucun élément négatif ne nous avait été communiqué. Il y a un élément que l'on ne pouvait pas, de mon point de vue, pressentir, c'est l'utilisation conjoncturelle, enfin l'utilisation opportuniste
je dirais, opportuniste de la crise sanitaire et de tout ce qui allait se passer postérieurement au 20 juillet par ce diffuseur pour remettre en cause un certain nombre de ces engagements et pour rentrer dans cette épreuve de force. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait dire si Mediapro a quitté le navire parce que vraiment, ils n'avaient pas les moyens d'honorer leurs échéances, ou si Mediapro a quitté le navire parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient surpayé le produit et que du fait du Covid, ce goodwill qu'ils avaient pris était inabsorbable par cet acteur. Avant de passer la parole à mes autres collègues, je me permets une autre question, mais en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que vous êtes appelé comme ça communément le gendarme financier et le contrôleur. Et au vu de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre appréciation, votre commentaire était un commentaire personnel, dans le sens où vous n'étiez pas associé donc à ce contrôle. À aucun moment, la DNCG n'a été partie prenante, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, ni de la négociation, ni même de la structuration de cet appel d'offres. D'où cette question. Que pensez-vous de la création justement d'une autorité administrative indépendante qui serait dotée d'un pouvoir de contrôle du sport professionnel? Et là, j'imagine peut-être une DNCG de tous les sports, et non pas uniquement donc pour le football. Et cette autorité, sachant qu'elle pourrait être dotée justement de pouvoirs de contrôle sur la, entre autres, fiabilité des contrats de droit audiovisuel signés par les fédérations, les ligues. Je dis bien entre autres, parce que vous avez parlé notamment du contrôle des participations. Mais que penserez-vous de cette création d'autorité indépendante? Alors, moi, je suis pas, enfin, je vais être très franc avec vous, M. Roussel. Je suis pas pour la supervision, pour la superposition d'autorités administratives indépendantes de contrôle. On est déjà dans une économie qui, il faut être bien conscient que pour attirer des capitaux dans le football professionnel français, et ça, il faut que je rende grâce à la fois à la précédente administration de la Ligue et à Vincent Labrune aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'ils ont réussi à positionner la DNCG comme un acteur positif vis-à-vis des investisseurs, notamment étrangers, et leur expliquer l'action positive de la DNCG. Au début, la DNCG, c'est un repoussoir en fait pour un investisseur étranger. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne comprend pas pourquoi, avant d'avoir mis le moindre euro dans une société, il faut qu'il vienne nous voir, il faut qu'il explique ce qu'il va faire. Sachant d'un côté, on lui fait, quand je dis on, c'est le vendeur, la ligue, on lui fait la danse du ventre pour venir, pour mettre beaucoup de millions, et de l'autre côté, on lui dit mais tu vas devoir répondre aux questions de la DNCG. Donc, c'est déjà très compliqué. Rajouter une autorité qui serait, j'allais dire, transversale à tous les sports et qui viserait notamment à revoir les droits audiovisuels. Les droits audiovisuels, alors, je ne sais pas comment ça s'articulerait avec la société commerciale, puisqu'en fait, aujourd'hui, la Ligue n'est que mandataire des clubs pour aller vendre le produit. À la fin, le produit, c'est quand même, c'est pas un produit administré, c'est quand même, il y a une vraie réalité, il doit y avoir une vraie réalité économique derrière. Et c'est au club de pouvoir dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Je crois qu'il ne faut pas… Et encore une fois, cet accident, il est regrettable, il est dramatique dans le contexte, quand vous l'additionnez au Covid. Maintenant, je dirais, il faut plutôt s'assurer que chaque élément de gouvernance joue son rôle. Est-ce que la gouvernance à l'époque de la Ligue, est-ce que la gouvernance spécifique mise en œuvre par le conseil d'administration de la Ligue pour déléguer à un petit groupe l'instruction, la revue et la mise en œuvre derrière d'un contrat de 1,2 milliard d'euros
sans revue critique indépendante d'un expert de ces contrats-là? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il faut viser et poser ces questions-là et s'assurer que dans le futur, on en sorte, enfin, ça ne puisse pas se reproduire? Parce qu'encore une fois, on aurait un truc aussi simple et basique qu'une contre-garantie bancaire de premier rang derrière ce contrat-là, on ne serait pas, vous et moi, en train de se poser ces questions-là. Donc là, très franchement, non, je ne pense pas. Voilà, je pense pas que ce soit. Je pense pas que la réponse de constituer une autorité administrative indépendante complémentaire soit la bonne réponse. Je comprends ce problème de couche supplémentaire, hein, là où je dirais qu'on est plus dans des démarches de facilitation dans les temps derniers. Donc, dans ce cas-là, quels sont les pouvoirs, en tout cas supplémentaires, ou les évolutions de la DNCG qui pourraient intervenir pour justement apporter aussi, j'entends, dernier mot, une expertise, une compétence supplémentaire. Donc, il y a l'aspect contrôle, il y a l'aspect accompagnement aussi que j'entends. Et alors, quelles seraient ces propositions que vous auriez? On pourrait très bien imaginer que dans le cadre, aujourd'hui, dans le cadre de sa mission, la DNCG est amenée officiellement à revoir et à valider les budgets des clubs. Okay, on part du principe que dans le budget d'un club, 80% des recettes, ce sont les droits audiovisuels. Aujourd'hui, on était dans un espèce de… on s'appuyait à la fois sur les commissaires aux comptes des clubs qui signaient les comptes des clubs, et les commissaires aux comptes des clubs, eux, s'appuyaient sur quelque part une note de répartition de la Ligue qui disait en gros que le conseil d'administration de la Ligue a décidé de répartir les droits audiovisuels de cette façon, et donc tel club allait toucher telle chose. Quand vous regardez ça avec l'œil d'un… Là, je change de casquette, je prends ma casquette professionnelle. Un auditeur qui regarde ça, 80% des revenus, il ne se contente pas d'un mémo pour dire, bon, ok, donc c'est… En gros, je prends un risque de crédit sur la Ligue. Je signe et encore une fois, je me garde bien d'émettre une critique quelconque vis-à-vis de mes confrères commissaires aux comptes. Ils ont un élément externe et dans l'histoire des droits audiovisuels, à aucun moment, personne n'a fait défaut dans le paiement de ses honoraires, de ses échéances, pardon. Donc, commissaire aux comptes, il a son guide de répartition, il a toute l'histoire qui montre qu'au centime près et à la date près, la Ligue honore ses échéances. Donc, il n'avait pas, avant Mediapro, il n'avait pas de raison légitime de remettre en cause cet élément-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience devant nous faire apprendre, je pense qu'on pourrait très bien imaginer qu'à chaque renégociation du contrat des droits télé, la Ligue étant le mandataire pour le compte des clubs, la DNCG a un droit de regard sur ce contrat, revoit l'ensemble des dispositions et émet un avis sur le contrat qui doit éclairer le conseil d'administration de la Ligue avant de le signer. Et donc, vous auriez 18 professionnels du chiffre, avocats, commissaires aux comptes, experts comptables, qui reverraient formellement le contrat signé, émettraient un avis critique. Et encore une fois, à la fin, pour rester toujours dans ce rôle d'autorité indépendante et puis pour respecter la libre entreprise, ça restera au conseil d'administration de la Ligue de prendre en compte les recommandations émises dans cet avis et d'en tirer les conséquences. Juste, après, j'arrête. La gouvernance, là, parce que vous avez souligné ce mot-là. En quoi la gouvernance passée, très clairement, Didier Quillot, Nathalie Guaud-Latour, ont failli? Je veux pas mettre de nom là-dessus parce que je pense qu'il y a un conseil d'administration. Et donc, ce que j'ai dit à Vincent Labrune, ce que j'avais dit à Nathalie Guaud-Latour, ce que j'ai dit à Didier Quillot, à la fin, c'est le conseil d'administration qui décide. Il y a eu une gouvernance spécifique. Alors, j'ai plus dans le détail en tête, mais il y a eu un groupe de travail formé avec un certain nombre de présidents qui avaient travaillé sur le cahier des charges, qui ont dépouillé les offres, qui ont fait le choix, qui ont fait des recommandations. Moi, je crois qu'il y a eu un aveuglement un aveuglement. Il y a eu une excitation autour du milliard et du milliard d'euros.
Il y a eu probablement des gens extrêmement convaincants du côté Mediapro. Il y a eu la force, entre guillemets, l'apparence de force de l'actionnaire principal de Mediapro derrière. Après l'histoire, moi, je ne sais pas ce qui a été dit, comment a été présenté le dossier au conseil d'administration de la Ligue. Force est de constater que le conseil d'administration de la Ligue a voté. Voilà. Donc, je pense que si vous mettez pour revenir à votre idée, M. Roussel, moi, on m'a toujours appris un truc en entreprise, c'est vous ne mettez jamais en charge, vous ne donnez jamais la responsabilité de la gestion d'une entreprise à la personne que vous aviez mise en charge pour acheter ces entreprises. Toute l'histoire de mes activités, à chaque fois que quelqu'un qui me présente un dossier et me dit voilà, il faut faire ça, il faut que je sois convaincu qu'on le fasse, on le fait, mais si on le fait, ce n'est pas lui qui va prendre la tête de cette entreprise. Là, je fais cette analogie pour quelle raison? Un groupe de travail qui a passé beaucoup de temps et qui s'est convaincu de quelque chose sur un sujet extrêmement complexe, sur un enjeu majeur, qui a la délégation du conseil d'administration de la Ligue. Le conseil d'administration de la Ligue, en séance, il ne va pas passer 2 heures, 4 heures ou 6 heures à tout redétricoter, si tant est qu'il en avait même les compétences. C'est là où je dis, si ce groupe de travail, si la recommandation du groupe de travail avait été étayée d'un avis d'une autorité indépendante, et donc prenons la DNCG au cas particulier, qui aurait dit, ben voilà, à 90%, on trouve que c'est bien, mais on attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de contre-garantie et que vous prenez un risque de crédit complet sur Mediapro sans aucun recours. Et donc, on vous recommande de retourner à la table de négociation et peut-être de prendre un peu moins, mais d'obtenir une contre-garantie bancaire. Ça aurait peut-être suscité des débats qui peut-être ont eu lieu. D'ailleurs, je n'en sais rien, je n'ai pas vu les PV, donc je ne sais pas. Mais en tout état de cause, je pense que compte tenu, encore une fois, 1,2 milliard sur 1,7 milliard de recettes. C'est ça dont on parle. Hein. C'est 1,2 milliard sur 1,7 milliard de recettes pour les clubs de Ligue 1. Ok, très bien. Juste un point de précision. Hein. Je tiens à préciser donc à nos collègues et puis sous le contrôle du président que les invitations à venir s'exprimer dans le cadre de cette mission étaient envoyées donc à Nathalie Poidelatour, Didier Quillot et Romy Roubresse de Mediapro. Nous attendons donc leur retour. Est-ce que nos collègues souhaitent poser des questions à M. Mikeller? Florence Probandier. Allez-y, chers collègues. Merci, chers collègues. Bonjour, monsieur. Vous m'en voudrez pas si je suis hors sujet, mais je ne suis pas très capée sur le sujet qui me passionne néanmoins pour 2 raisons. Si un jour on m'avait dit que je me passionnerais pour le foot, je ne l'aurais pas cru, mais finalement c'est devenu une passion. Une passion parce qu'effectivement il y a un gros sujet sur la démocratisation du sport par rapport au fait que le foot est véritablement quelque chose qui nous rassemble, notamment sur les médias publics. Or, moi, ce que je redoute, c'est que compte tenu des droits qu'il faut payer, de plus en plus, on privatise la diffusion d'événements majeurs et que du coup, c'est un impact sur l'ensemble de la population qui ne pourra plus accéder à des matchs emblématiques, puisque là, on parle de foot, voire qui pourraient être encouragés, là, je fais un clin d'œil à mes collègues, à pirater pour pouvoir accéder à des contenus. Donc ça, c'était ma première question. Ma seconde question est plus relative aux asymétries entre les rémunérations entre les footballeurs et les footballeuses. Alors là aussi, je sors un tout petit peu du champ. Néanmoins, vous l'avez indiqué dans des articles, vous devez le reconfirmer dans le cadre de cette audition, que vous êtes favorable au plafonnement des rémunérations, je ne sais pas si on parle de salaire ou de rémunération des joueurs, de telle sorte à ce qu'on reste dans des proportions raisonnables, si je puis m'exprimer ainsi. Se pose quand même la question des joueuses qui sont même pour les plus emblématiques, parfois même pas salariées, elles sont sur des temps partiels. Comment verriez-vous, puisqu'on parle de revisiter des modèles économiques qui ne sont pas pérennes, ne serait-ce que par leur financement et par leur conception, et comment voyez-vous finalement les recommandations que vous faites là, avec un ruissellement positif sur le foot féminin?
Alors, les deux questions, quelque part, sont pas totalement, mais sont pour partie liées. D'abord, l'exposition du produit, l'exposition du football. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où, en fait, on a un produit qui devient un produit, entre guillemets, élitiste. Et donc, objectivement, je ne le pense pas. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il y a trop d'offres et en fait, il n'y a pas assez de demandes. Certains chiffres circulent aujourd'hui sur les matchs diffusés par Canal+. La plupart des matchs qui sont diffusés par Canal+ font des taux d'audience parmi leurs abonnés, des taux d'audience qui sont qui ne sont pas avouables en fait, parce que ils font apparaître un prix d'acquisition par abonné qui défie le bon sens économique. Donc, d'où d'ailleurs aujourd'hui la position de Canal+, qui est intéressé par les deux principales affiches par journée, parce que là, ils savent qu'ils vont faire de l'audience, et en revanche, montrent peu d'appétence pour tous les autres matchs. Donc, le fait que le football ait migré durablement sur des chaînes payantes ou à venir sur des plateformes, je crois que c'est malheureusement c'est un état de fait qui sera difficile de contrer. Le fait que certains de ces matchs soient ensuite redistribués ou offert en clair. Je pense que de temps en temps, ça a déjà été le cas. Est-ce qu'il faut mener une réflexion spécifique là-dessus? Moi, je pense que oui. Je pense que ça le mérite. Ça le mérite d'autant plus que, pour être très pragmatique, un abonné Canal+, qui suit, donc qui est un vrai fan de foot et qui suit toute la saison et qui est prêt à payer pour suivre toute la saison les matchs de son équipe, il se fiche le jour où son équipe atteint la finale, il se fiche de savoir que lui, il a payé, mais qu'en revanche, ce match-là est diffusé plus amplement. Donc, ça, je pense que c'est une discussion qu'il faut ouvrir avec les diffuseurs, avec les plateformes. Et je suis certain que c'est une discussion que Vincent Labrune est prêt à avoir dans le futur. Maintenant, encore une fois, je pense que compte tenu des sommes en jeu et compte tenu des sommes nécessaires pour entretenir un championnat de qualité mondiale, le fait d'en faire un produit premium est une donnée, de mon point de vue, intangible. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Alors, juste un commentaire incident, en y pensant. Je vous ai dit tout à l'heure, on a des problèmes avec la Ligue 2, on a des problèmes avec la nationale. Si on réussit à recréer un vrai intérêt sportif dans ces championnats-là, autour de bassins et de territoires où il y a une identité forte, etc., là, vous êtes dans un schéma où vous avez un produit qui, pour le coup, peut être une forme de produit d'appel et qui peut être diffusé de façon beaucoup plus large, puisque de toute façon, encore une fois, il n'y a aucune appétence aujourd'hui des chaînes payantes ou des plateformes pour s'arroger les droits de ces compétitions-là. Donc, il y a quand même une opportunité. C'est à la fois un problème, mais c'est peut-être une opportunité à saisir. S'agissant du football féminin, alors, je vous disais, c'est un peu lié. C'est un peu lié parce que le football féminin, pour moi, il doit s'inscrire, ses conditions de succès et de développement doivent s'inscrire dans les mêmes, en prenant les mêmes composantes que j'évoquais dans mon introduction. C'est-à-dire qu'un produit, il est attractif à la télévision quand il y a du monde dans les stades, quand il y a une compétition qui génère du suspense, et pas quand vous avez deux clubs qui la dominent de façon outrageuse depuis de nombreuses années.
Donc, ça prend du temps. Moi, j'observe quand même qu'il y a de plus en plus de présidents qui ont considéré que c'était un élément important dans leur stratégie. Et donc, vous avez de plus en plus de clubs qui investissent dans des structures totalement professionnelles. Donc, c'est une première étape. Hein, ça ne résout pas l'écart entre la rémunération des joueuses professionnelles féminines et des joueurs masculins, naturellement, mais on va de plus en plus vers une professionnalisation. Ça veut dire qu'on va de plus en plus resserrer l'intérêt de la compétition. Donc, on va avec là aussi une exposition de plus en plus importante quand même à la télévision avec la D1 Arkema. On va avoir de plus en plus de monde, on le souhaite, dans les stades, et donc cette économie, elle va grandir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un joueur de football, il est rémunéré à la fois pour ses prestations sur le terrain, à la fois pour sa capacité à vendre des maillots, à la fois par sa présence sur les réseaux sociaux. Et donc, le fait que la meilleure joueuse du monde, aujourd'hui, Megan Rapinoe, elle doit avoir quelques dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Le meilleur joueur du monde ou les 3 meilleurs joueurs du monde, ça se chiffre en centaines de millions de followers. Et donc là, l'impact pour les marques est aujourd'hui sans commune mesure. Et donc, il y aura, à mon avis, ça prendra des décennies. Et si tant est que ça se résolve un jour, de réduire l'écart entre les extrêmes. En revanche, ce que je vous disais tout à l'heure, réduire la rémunération moyenne et en même temps augmenter au fur et à mesure du développement du modèle du football féminin la rémunération moyenne des joueuses permettra de réduire le gap moyen. Sur les extrêmes, moi, je n'y crois pas. Est-ce que ça répond à vos deux questions, madame? Bon, vous avez répondu et je vous en remercie. Sur le deuxième point, j'entends vos propos, mais je trouve ce fatalisme de dire il faudra des décennies pour régler quelque chose. Je pense que quand on a la volonté de régler quelque chose et qu'on se donne les moyens et qu'on a une vision et une volonté politique, alors ça peut peut-être prendre moins que des décennies. Et je ne peux pas me résoudre à ce que vous avez dit, mais je le respecte infiniment. Non, mais c'est pas. Attendez, n'y voyez surtout aucun. C'est là où il y a quand même une différence entre une entreprise traditionnelle et le sport. Vous avez des sports qui ont une histoire extrêmement masculine, vous avez des sports qui ont une histoire extrêmement féminine. C'est compliqué de trouver. Regardez le cyclisme. Le cyclisme, c'est un bel exemple. Le cyclisme, pourtant, où il y a une histoire de cyclisme féminin beaucoup plus ancrée que le football féminin, ça met énormément de temps pour construire les structures, pour attirer aussi. La réalité, vous avez aujourd'hui finalement très peu de centres de formation pour les jeunes filles. Donc, il y a aussi une volonté de faire croître ce sport à des niveaux où la représentativité correspond à la représentativité sociale. Donc, ce n'est pas du fatalisme, c'est juste une… Je regarde les chiffres et je me dis, avec ces courbes-là, ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous avez raison, on peut accélérer, probablement. Le président, vous avez évoqué tout à l'heure le nouveau modèle économique et financier plus soutenable vers lequel il faut aller. Sinon, il y aura des catastrophes, comme vous les avez évoquées. Vous avez soulevé un certain nombre de pistes, notamment sur l'expérience client. Comment on peut aujourd'hui, sur les produits marketing, sur les produits de billetterie, sur l'animation des stades avant, pendant et après aussi, les matchs, progresser. C'est vrai que c'était des chantiers au long cours qui n'ont peut-être pas été forcément menés jusqu'au bout par la Ligue et les présidents de clubs concernés du fait un petit peu de ce mirage qui était lié à l'augmentation très, très, très importante que faisait miroiter Mediapro dans les droits télé. Donc, comment on fait baisser cette télé-dépendance, finalement, avec ces outils d'amélioration de recettes? Comment, sur la masse salariale, vous disiez tout à l'heure plutôt un salarié collectif, donc comment ça peut se matérialiser?
au niveau de la formation, de la protection des jeunes joueurs et des talents, comment on articule nos règles nationales avec les règles européennes, puisque bah, vous travaillez aussi, vous, avec, je pense, vos collègues des différentes directions nationales de contrôle de gestion. Et puis, je pense qu'on fait école quand même. C'est un des points sur lesquels, quand même, la France peut s'enorgueillir d'avoir des outils de contrôle et de gestion qui sont, sinon enviés, en tout cas, qui sont copiés. Et puis, dernier point, vous avez évoqué la solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur. Alors, essentiellement football professionnel et football amateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des taxes affectées qui sont plafonnées. La première qui finance le sport amateur et l'Agence nationale du sport, c'est celle sur les jeux d'argent et de hasard. C'est une logique un peu différente. Il y a les paris sportifs, parce que là aussi, on a une taxe de 1,8% sur les paris sportifs. Là-dessus, le football, et c'est une source de financement importante et qui est en pleine croissance, 20 à 30% chaque année. On a une explosion des jeux en ligne, vous le savez, là, ces derniers mois, pour des raisons bien connues liées à la crise sanitaire. Donc le football a une part prépondérante quand même dans ces paris sportifs-là, donc c'est quand même générateur de recettes. Et puis, il y a la taxe à laquelle je pense que vous faisiez allusion tout à l'heure, qui est la taxe Buffet, sur la taxe de 5% sur les cessions des droits de retransmission des manifestations sportives. Donc là, dont le plafond a été relevé cette année, malheureusement, peut-être pas forcément la bonne année, il y a cette incertitude liée à un Mediapro qui est venu entre-temps, jusqu'à 70 millions d'euros. Mais est-ce que c'est à cette taxe que vous pensiez quand vous disiez il ne faut pas une taxe uniforme forcément pour le financement du sport amateur? Oui, parce que moi, je pense que je vais commencer par ça. Moi, je pense qu'il faut en fait, il faut donner de l'appétence aux clubs professionnels et aux actionnaires de clubs professionnels d'investir dans le football amateur. Et donc, plutôt que de leur attribuer une flat tax et en fait de quelque part de gréver de 5% leur revenu audiovisuel, réfléchir à un mécanisme où les clubs concernés pourraient utiliser cet argent pour investir pour aller subventionner des clubs amateurs dans leur bassin de chalandise, nouer des partenariats et donc en fait créer encore plus de liens entre le club professionnel qui représente le territoire et puis les différents clubs amateurs qui gravitent autour. Et donc, en fait, donner la main à toute la chaîne de valeur pour mieux intégrer le football amateur dans l'écosystème football de son territoire, avec un lien plus fort entre le football amateur, les centres de préformation, les centres de formation et les clubs professionnels. Parce que demain, il y a une convention entre la Fédération française de football et la Ligue, de reversement de 2,5% des droits télé pour le football amateur. On retrouve ce mécanisme-là, mais peut-être qu'il faudrait, comme vous le dites, peut-être l'enrichir, le muscler et bien vérifier qu'il fonctionne. Moi, Monsieur le Président, je pense que des gens qui sont dans le football depuis et qui ont fait leurs preuves, je pense que Jean-Michel Aulas, il est plus efficace si on lui donne les 5% correspondants à utiliser cet argent. Et naturellement, il faut qu'il le cause, mais il sera plus efficace dans l'environnement lyonnais que n'importe qui d'autre. Oui, mais ce que je disais, c'est que ça se fait déjà dans le cadre des conventions entre les clubs professionnels et les associations sportives support. Mais moi, je vous dis, on en rajoute une couche. Voilà. Mais souvent, je dirais, le club professionnel a ensuite des clubs partenaires, un peu partout en France. C'est le cas à Saint-Étienne, par exemple, où là aussi, ou alors des liens avec des clubs amateurs qui sont, effectivement, comme vous le dites, dans les territoires, et ça, c'est extrêmement important dans l'écosystème. Donc, c'est peut-être sur ce mécanisme-là aussi qu'il faut réfléchir. Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est sur cette articulation-là. Excusez-moi, votre question précédente, c'était… tout ce qui est marketing, billetterie. Oui.
Alors, les enceintes sportives, bien évidemment. Alors là, déjà, il faut apprendre des bonnes pratiques. Vous allez, alors, je vais en citer un parce que j'ai eu l'occasion d'arriver assez tôt et d'assister à ça. Vous allez à Strasbourg pour un match à 21h. À 17h, autour de la Méno, vous avez déjà 7-8 000 personnes qui viennent au stand consommer leur tarte flambée, leurs saucisses, leur bière. Ils viennent en famille. Ils ont tous le maillot. C'est un match à la Méno, voilà, c'est pas 21h, 23h. On prend du temps et c'est une expérience familiale. À Lens, c'est pareil. Donc, vous avez quelques villes qui ont une culture footballistique qui fait qu'on est sur des expériences très proches de ce que vous allez trouver en Allemagne, de ce que vous allez trouver en Angleterre, où en fait, on va au stade avant. Le match, c'est l'épicentre de l'événement, mais on retrouve des copains. C'est une vraie expérience sociétale. C'est un moment de vie, c'est un moment de partage. Et donc, il faut que tous les clubs rentrent déjà dans cette logique-là. Après, ce n'est pas toujours évident. Et tout le monde, enfin, il n'y a pas forcément la même culture dans tous les bassins. Il y a pas mais c'est la solution. En fait, c'est la direction vers laquelle il faut aller. Une fois que vous réfléchissez de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de réfléchir à la façon dont vous gérez votre infrastructure, dont vous gérez le stade. Ça veut dire aussi qu'il faut aller vers de plus en plus de bail amphithéotique pour ceux qui ne sont pas propriétaires de leur stade, ou en tout cas de conventions d'exploitation exclusives d'un stade. On n'a pas un bon produit si le stade ne recueille pas l'adhésion complète de tous les acteurs, les joueurs, le staff, l'équipe marketing et de vente. Donc, il faut aller vers une expérience qui est de plus en plus homogène. Moi, je cite toujours l'exemple du sport professionnel américain et notamment de la NBA. Quand vous regardez un match de NBA à la télévision ou quand vous allez dans une enceinte de NBA, que vous soyez à New York, à Los Angeles, à Charlotte ou à Chicago, vous n'êtes absolument pas dépaysé. L'enceinte, elle est à peu près la même. Vous avez des animations propres à chacun des clubs, mais les animations, elles sont standardisées, c'est-à-dire qu'un club est obligé d'avoir telle ou telle animation. Vous avez une offre de service autour qui est standardisée par la NBA. Vous savez que quand vous allez voir un match de NBA, si vous y allez en voiture, vous laissez votre voiture au parking, vous pouvez avoir quelqu'un qui va aller faire les courses pour vous. Vous sortez du stade, le coffre rempli, etc. Et vous savez que c'est partout pareil. Ce n'est pas un club qui a pris l'initiative, c'est la NBA qui a décidé que. Je me souviens d'Olivier Sadran qui avait mis en place à une époque à Toulouse, et j'avais trouvé ça très bien, une garderie avec des animations pour les enfants, pour permettre aux familles d'arriver. C'est une initiative isolée. C'était l'initiative d'Olivier Sadran à Toulouse. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion. Je reviens autour du produit et dire un club de Ligue 1, voilà les 30 engagements doivent être pris vis-à-vis du client supporter, vis-à-vis du client supporter, vis-à-vis du client institutionnel, du client entreprise, etc. Donc, il faut un corps commun de façon à ce que, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, vous savez que si vous êtes passionné de foot ou si vous voulez passer un bon moment avec des amis, vous n'êtes pas bordelais, Bordeaux, c'est pas le moment, vous n'êtes pas stéphanois, vous êtes dans la région, et vous dites, tiens, est-ce que je pourrais aller voir un match de Saint-Étienne? Je ne suis jamais allé à Geoffroy-Guichard, mais si je vais à Geoffroy-Guichard, je sais que je vais trouver ce que je trouve à Paris. Et peut-être plus, peut-être différent, mais le corps de l'accueil de l'expérience doit être le même. Donc, il y a cette réflexion produit. C'est la seule façon d'augmenter la base de produit, d'augmenter l'attractivité vis-à-vis des sponsors. Parce qu'aussi, un sponsor, il aime bien voir sa marque sur son maillot autour du stade. Il préfère la voir quand le stade est plein et il préfère voir son équipe à l'extérieur jouer dans un stade plein, etc. Donc, ça résonne sur l'attractivité du produit. Pourquoi est-ce que vous n'avez aujourd'hui aucune entreprise du CAC 40 sponsor principal ou même mécène d'un club de Ligue 1? Est-ce que c'est normal? Il faut répondre à ces questions. Il faut aller rencontrer les dirigeants. Et moi, je ne crois pas à c'est l'image du football, on préfère aller dans le rugby, dans le tennis, etc. Non, moi, je ne crois pas à ça.
Le football, c'est le sport le plus populaire du monde. C'est le sport qui offre la meilleure audience au monde. Dans tous les autres pays, vous avez des grands corporates qui investissent dans le football. Le football français ne devrait pas faire exception. Donc, il faut comprendre pourquoi les grands acteurs, pourquoi est-ce que AXA est sur le maillot de Liverpool? Pourquoi est-ce que AXA est sur le maillot de Liverpool? Pour compléter, très bonne question. Hein, la citation, et pas justement, ça amène cette question sur la diversification des ressources financières donc du monde professionnel sportif. Vous disiez là justement que j'entendais en fait dans vos remarques, notamment lorsque vous exprimez sur la taxe, une sorte de commentaire qui veut dire mais une taxe, très bien, mais cet argent, comment il est alloué? Comment il est utilisé? À quoi il sert? Comment il est employé, en fait? Ce qui est un problème, en tout cas, je dirais, qui concerne le sport comme beaucoup d'évaluations de politique publique, on va dire. Maintenant, on essaie de réfléchir justement à des systèmes évolutifs, à des évolutions possibles qui iraient dans le sens d'une plus grande diversification des ressources. Déjà, quelles sont les pistes? On a parlé beaucoup des charges, hein, réduction enfin, on a parlé de la charge salariale, la masse salariale, parce qu'elle est conséquente, notamment dans le budget des clubs de football. Mais quelles sont pour vous les pistes d'évolution, qu'elles soient réglementaires, législatives, et dans lesquelles justement les pouvoirs publics, notre pays pourrait investir tout en étant un investisseur lui-même de projet, c'est-à-dire dans une forme d'incitation dans lequel on pourrait, je pense, peut-être comprendre aussi dans quoi est-ce que et accompagner justement ces entreprises-là qui peut-être aussi sont dans la même, je dirais peut-être, manque de visibilité financière que vous décriviez dans le monde du football, qui est assez particulier. Comment et quelles sont les solutions vers lesquelles on pourrait aller et les pouvoirs publics pourraient aller? Déjà, je pense que si on se met aux bornes de l'écosystème, et pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas un expert des textes aujourd'hui en matière de mécénat, mais favoriser l'investissement de certains grands corporates dans l'économie du sport professionnel et en particulier du football, ça peut être une piste de réflexion. Encore une fois, je ne sais pas ce qui n'existe pas, mais compte tenu des positions longues en liquidité de certains grands acteurs institutionnels de l'économie française aujourd'hui, leur offrir une utilisation de ces liquidités avec une incitation pour mettre de la liquidité française dans les capitaux ou dans les sponsoring des clubs professionnels, c'est une piste qu'on peut étudier. La deuxième piste qu'on peut étudier, me semble-t-il, encore une fois, j'entends le tropisme sur les revenus, mais je pense que ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au pouvoir public d'essayer de créer des recettes. Les recettes, c'est vraiment aux acteurs de les aider. Après, et encore une fois, ça ne répond pas à la question, mais je voudrais juste revenir un petit peu sur les charges. Ça fait des années qu'on tourne autour du différentiel de compétitivité en matière entre notamment les Allemands, les Espagnols et les Français sur le coût d'un joueur compte tenu des charges patronales et des charges sociales. Il y a eu une tentative avec le droit à l'image, avec le DIC. Il y a eu plusieurs tentatives, mais c'est des trucs, excusez-moi d'être un peu trivial, mais des usines à gaz extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Là aussi, est-ce qu'il ne faut pas assumer à un moment
Et est-ce que le coût politique serait si important d'assumer une particularité compte tenu de la résonance sociale du sport professionnel et notamment du football dans la société? Je sais pas, je pense que c'est une réflexion qui quand même mérite d'être menée. Savoir si on peut pas réduire le coût d'exploitation de l'outil industriel. Ça, c'est la deuxième piste. Et puis la troisième piste, elle est encore une fois, il n'y a pas de football riche sans actionnaires riches. Donc, il y a toute une série de clubs aujourd'hui qui ont des actionnaires qui ont de l'argent. Hein, c'est pas, mais c'est une entreprise, c'est une industrie dans laquelle il faut avoir la surface pour couvrir quelques années de risque. Et c'est une entreprise où, de mon point de vue, aujourd'hui, la réussite, elle ne peut être que patrimoniale. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en investissant dans le football, en travaillant l'entreprise, en travaillant la marque et en ayant pour objectif de revendre ça plus cher à quelqu'un un jour. Mais on peut pas jouer au casino, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer, se dire tous les ans, je vais gagner de l'argent en vendant des joueurs et en plus, je vais investir pour faire un truc pérenne et en plus, à la fin, je vais vendre quelque chose de plus cher. Ça ne marche pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous interrogerez Vincent Labrune si ce n'est pas déjà fait, mais on est aligné sur le fait qu'on a vu les limites du modèle casino et Macao. Là, on est plutôt sur la volonté de construire un football patrimonial, vendre aux investisseurs un produit dans lequel ils s'y retrouveront à moyen long terme, mais dans lequel ils comprennent que leur intérêt à court terme, ce n'est pas de courir après les plus-values de joueurs tous les ans, parce qu'au-delà du fait que c'est économiquement malsain, ça c'est une chose, mais c'est économiquement malsain, mais à titre individuel, mais surtout ça dévalorise complètement le produit. Si vous êtes obligé tous les ans de vendre vos meilleurs joueurs, vous pouvez, il y a un moment où vous en payez le prix sportivement et donc vous dévalorisez les droits télé, vous dévalorisez l'attractivité vis-à-vis des sponsors, etc. Donc c'est le fait qu'il faille revenir à un équilibre d'exploitation sain, c'est pas uniquement, il n'y a pas uniquement une dynamique vertueuse financière et économique, il y a une dynamique sportive et d'attractivité du produit à moyen terme. Donc là aussi, faire ce qu'il faut pour attirer les investisseurs, ça me semble une réflexion intéressante à mener, sachant qu'encore une fois, on parle d'un écosystème qui emploie directement au moins 30 à 40 000 personnes. Donc, est-ce que ce n'est pas à la DNCG et à la LFP, justement, si on parle du football, de porter ce message-là, je pense à l'acquisition de la part d'investisseurs étrangers dans le football français? Savoir donc parce que moi, c'est un message que je porte quand on émet nos avis. Nous, encore une fois, les modèles qu'ils nous ont proposés, où on nous explique voilà, c'est comme ça qu'on va se financer et où on voit qu'on se finance tous les ans en vendant 20, 30, 40 millions d'euros de joueurs, on leur dit non, ça ne marchera pas. Donc, notre recommandation, elle est négative. Donc, revenez-nous. Si vous passez avec ça, si vous achetez le club et si vous revenez voir la DNCG une fois que vous avez acheté les clubs avec ce modèle-là, il est probable qu'on prendra des mesures à votre encontre, mesures pouvant aller jusqu'en rétrogradation en Ligue 2. Normalement, ça devrait dissuader ce type de projet d'arriver sur les taux. Et juste pour parler d'un fait d'actualité ici, le dernier en date sur les Girondins de Bordeaux, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que l'avis était négatif ou positif? Lequel? Celui sur GACP? Oui. Celui d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a 3 ans maintenant. C'était un avis qui était, c'est pas un avis positif ou négatif d'ailleurs, hein, c'est un avis qui était extrêmement circonstancié, qui est public d'ailleurs, parce que je pense que le cabinet d'Alain Juppé à l'époque, puisqu'on avait écrit à la métropole également, on l'avait laissé, l'avait diffusé, où on disait que il fallait que le projet tel qu'il vous avait été présenté ne donnait pas les garanties en termes de connaissance de l'industrie et en termes de qualité du management. Donc, il fallait revenir avec une équipe de management qui connaissait le football professionnel français. C'était un projet qui était trop leveragé et pas assez de fonds propres et qui exposait les risques, qui exposait à court ou moyen terme le club
à un risque de défaut en fonction de l'avènement de certains risques auxquels il était exposé. Et le troisième élément qu'on avait mis en œuvre, c'est que c'était un modèle qui reposait, je crois, trop là aussi sur le trading. Donc, entre cet avis-là et le projet final, enfin, pas le projet, entre l'acquisition et le budget qui vous avait été présenté derrière par GACP, il y avait 2 des 3 points qui avaient été levés. Et notamment, il y avait eu des garanties qui avaient été données sur la trésorerie. Et au début de la saison dernière, on avait redemandé à King Street, avant le début de la saison, de remettre une trentaine de millions d'euros dans les comptes du club, ce qu'ils avaient fait, tout en attirant l'attention du fait que ça permettait de passer la saison, ce qui a été le cas, mais que ça ne résolvait pas le problème à long terme. Encore une fois, on n'est pas là pour… on n'a pas les moyens d'empêcher un investisseur de venir. Nous, on a un règlement, on exerce nos mesures en fonction de la situation à date que l'on évalue. Mais je pense que sans cet avis-là et sans les demandes qui avaient été faites par la DNCG au moment des auditions, le club n'aurait pas survécu au cours des 2 dernières saisons. Ce n'est pas une réponse satisfaisante pour autant, mais ça montre l'efficacité de ce garde-fou-là. Non, mais c'était bien la question de savoir. Donc, voilà, on parle d'avis qui ont un pouvoir de contrainte, en tout cas, je l'entends là, qui peut être parfois limité, en tout cas pas pris en considération. On parle d'un temps qui est très particulier aujourd'hui, puisqu'il y a encore plus peut-être de football français avec cette double crise sanitaire et Mediapro, avec des clubs en fragilité financière qui peuvent être aussi proies à peut-être des choix contraints pour pouvoir survivre. Est-ce que justement là, on n'est pas dans un moment où est-ce qu'il y a des travaux en cours, justement, au sein de la DNCG, ou peut-être des pistes d'évolution aussi assez rapides, pour préserver également cette forme de ce que vous revendiquez, la pérennité financière d'investissement dans un club, à savoir donc l'investissement, le temps long, et ne pas être proie à des investisseurs donc, qui sont dans une peut-être logique face à une urgence, être dans une logique qui reste très court-termiste. Voilà. Là, de mon point de vue, la seule façon, c'est l'autoréglementation. Et donc, c'est ce que j'évoquais dans mes propos introductifs, c'est d'arriver à faire passer à l'Assemblée générale de la Ligue le caractère contraignant du ratio. Donc, pour évoluer en Ligue 1, il faut avoir une dette versus des fonds propres, une dette inférieure à 30% de la totalité des fonds propres. Donc, c'est ce qu'on propose. Il nous paraît être un ratio équilibré qui force les clubs à réinvestir dans leurs fonds propres. Donc, pour moi, la seule façon, encore une fois, c'est si on ne veut pas être critiquable en matière de droit de la concurrence, la seule façon de le faire, c'est l'autoréglementation et d'avoir l'ensemble des clubs en assemblée générale accepter cette règle-là. Elle pose débat, cette règle, vous savez? Alors, je ne sais pas, elle posait débat parce qu'on avait fait passer des ratios introductifs juste avant le Covid. Je peux vous assurer que ça m'a coûté un peu de capital politique. Là, elle en posera peut-être moins. Dans le contexte, on a peut-être une opportunité de faire passer tout ça. En tout cas, c'est mon souhait et c'est celui de Vincent Labrune. Et vous avez évoqué tout à l'heure la réduction du nombre de clubs en Ligue 1 de 20 à 18 en 2023. Quels sont pour vous les avantages très, très concrets pour le… Vous réduisez l'offre, vous renchérissez la valeur du produit. C'est déjà, économiquement, c'est le premier rationnel. Deuxième rationnel, c'est que vous économisez des dates, donc vous économisez des joueurs. Si vous économisez des joueurs, on peut espérer qu'on ait des résultats sur la scène européenne un petit peu meilleurs. Parce que là, nos résultats, elles sont plus proches de celles du championnat de Pologne et j'ai beaucoup d'estime pour le championnat polonais, mais ça ne devrait pas être le championnat de Ligue 1. Donc on a des avantages sportifs. En plus, c'est ce que j'ai exprimé la semaine dernière publiquement. C'est dans une industrie, vous écoutez votre principal client. Le principal client, c'est le diffuseur. Le diffuseur, il vous dit « je veux moins de matchs ».
si vous commencez pas à utiliser, quand vous vendez un produit, si vous n'écoutez pas ce que le client cherche, ça part mal. Donc, à la limite, qu'on soit pour ou contre, le client, lui, il veut moins de matchs. Pour ma part, j'avais une dernière question, mais justement pour rappeler que tout ce qu'on dit est aussi contraint, ou en tout cas, pas forcément contraint, mais encadré par une logique économique de marché européen et de règles européennes. Mais je voulais savoir comment vous aviez accueilli cette nouvelle, cette annonce qui est arrivée brutalement, mais en tout cas qui était dans les tuyaux depuis un petit moment, je crois, de création de Super League européenne. Et est-ce que vous aviez tout de suite évalué, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire quelles auraient été les conséquences, si vous les avez évaluées, de la création de cette Super League sur le marché de la Ligue 1, enfin sur notre championnat? Moi, la réponse, est-ce qu'on a évalué? Non, parce qu'on a été très surpris. Alors, c'est dans les tuyaux, oui, c'est dans les tuyaux, mais pas dans c'était pas dans les tuyaux dans ce format-là, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi, tout ce que j'ai lu, entendu au cours des mois ou des 2 dernières années, c'est une Super League, elle n'a pas de sens. C'est un non-sens économique. C'est un non-sens économique parce qu'il y a une rupture totale entre ce qu'est le football, ce sport universel, et la représentation qu'on en fait avec cette ligue fermée. Et l'analogie est de dire cette ligue fermée, ça n'est ni plus ni moins que la NFL ou la NBA, et donc ça marche très bien, c'est totalement faux. Ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le sport américain, ce qui sous-tend l'existence de la ligue fermée, c'est la force des championnats universitaires. Un championnat universitaire aujourd'hui, c'est ce qui fédère tous les territoires. Quand vous êtes à Kansas City, vous êtes supporter du club universitaire de l'université de Kansas City, avant même d'être supporter d'un club de NBA. Donc, et les passerelles sont organisées entre le niveau d'en dessous, donc le championnat universitaire, et la NBA. Créer une Super League complètement déconnectée des championnats nationaux, en eux-mêmes, et donc complètement déconnectée du monde amateur, ça n'a aucun sens. Ça va amuser quelqu'un pendant 2-3 ans, puis après, il y aura plus aucun… Voilà, c'est tuer l'essence du sport. Donc moi, je pense que ça n'a aucun rationnel. Refondre la Champions League, ça c'est autre chose. Et là encore, en écoutant les diffuseurs, en écoutant les clients, etc. Mais il n'y avait pas d'appétence pour cette Super League. D'ailleurs, s'il y avait eu une appétence, ça ne se serait pas monté de cette façon-là. D'un point de vue, enfin, on peut légitimement, et c'est vous qui allez nous le dire, mais si elle était passée, sachant qu'il n'y avait pas de club français, c'était pour vous l'effondrement économique de notre football en France? Non, moi je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça aurait été 1 ou 2 ans difficiles, à l'image de… c'est il y a quelques années, mais quand il y avait eu une scission en Formule 1 et qu'il y avait eu 2 championnats du monde de Formule 1, un organisé par les constructeurs, l'autre organisé par les pilotes, ça a duré 1 saison et demie. Mais en fait, il n'y a pas de place pour 2, et puis il n'y a pas de place pour 2, et puis surtout, qu'est-ce qu'un championnat d'Espagne sans le Real, sans le Barça, avec le Real et le Barça qui engagent leur équipe B en championnat d'Espagne. Mais vous l'avez vu, de toute façon, il y a eu une fronde unanime des supporters. Et c'est ça vous ne pouvez pas aller contre vos clients, vous ne pouvez pas aller contre ceux qui aiment ce sport et qui sont prêts à payer pour aller voir ce sport. Bien. Une créature artificielle. Voilà. On vous remercie beaucoup pour Mais je vous en prie. toutes ces informations, ces propositions. La question des supporters qui vient d'être évoquée tout à la fin est aussi très importante, hein, donc quand on parle de gestion des clubs en particulier. On l'a vu récemment. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président de la DNCG. Et puis, on vous tiendra au courant de la suite de nos travaux et de nos auditions qui courront jusqu'à l'automne. Merci, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au courant aussi pendant cette mission qui s'étale sur plusieurs mois.
Au revoir, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.